Bien, je pense qu'on va poursuivre donc avec le séminaire de Patrice Simon, qui est professeur à l'université Paul Sabatier de Toulouse et qui dirige une grande équipe autour des systèmes de stockage, batteries, supercondensateurs. Enfin, il a fait énormément de choses, Patrice, autour de ça. Et justement, ça me paraissait vraiment important que Patrice vienne nous parler de ce type de recherche, justement par le pendant que ça fait par rapport aux questions que nous, on peut se poser en nanofluidique. Enfin, il y a un écho extrêmement fort entre les deux sujets. Et je pense qu'à l'avenir, enfin, c'est ce qu'on essaye de faire, à l'avenir, il y aura énormément de liens à faire entre l'électrochimie et puis une approche plus physique. Et on voit que les deux peuvent se parler vraiment de façon intense. Et donc là, il va nous parler justement de transport ionique en milieu confiné et de l'application. Je pense, voilà, je te laisse la parole. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup, Lydéric. Bonjour à tous. Alors, je suis vraiment très super excité de faire cette présentation ici. Parce que ce qu'on fait en électrochimie, comme l'a bien souligné Lydéric, nous on essaie de stocker des charges, on essaie de stocker des ions dans des milieux confinés, et il y a énormément de ponts à jeter entre nos deux thématiques, c'est ce qu'on est en train de faire. Alors, Lydéric a parlé beaucoup d'écrantage, de tamisage, de stockage, il a parlé des charges de surface, etc. Et moi je vais continuer aussi à vous parler des charges de surface, des potentiels de charge nulle reliés aux potentiels des états. Donc on va essayer d'aller un peu plus vers l'applicatif, parce que Lydéric vous a présenté toute la théorie qu'il y a derrière, et moi je vais me contenter vraiment de vous parler un peu de ce qu'on peut faire du point de vue appliqué avec ces matériaux. Alors je vais juste donner 2-3 slides de contexte par rapport au stockage électrochimique de l'énergie. Bon, en Europe, en ce moment, il y a une quarantaine de projets d'installation de gigafactories. Ce sont des méga-usines pour fabriquer des batteries. Donc, ça fabrique plusieurs dizaines de gigawattheures de batteries par an. Il y en a pour 2000 gigawattheures, 2 térawattheures. Ça, c'est des besoins du marché européen. Et vous voyez toutes ces usines qui sont en cours de construction ou des projets d'usines. Et ici, si vous regardez bien, en France, nous en avons 3. Nous avons une société chinoise, AESC, qui s'installe à Dunkerque. ACC, qui est une société, qui est un conglomérat entre Total Energy, Mercedes et Stellantis, donc il va faire des batteries et c'est soutenu par l'Europe. C'est français et allemand. Et donc il fait une usine à Douvrin, pardon. Et il y en a une autre, c'est Vercor, qui est une start-up qui se développe et qui va construire sa gigafactory. Donc en France, on a effectivement 3 sites de méga-usines qui vont se développer. Et ça, c'est important. Bon, ça ne veut pas dire que tous ces projets vont arriver au bout, parce qu'il n'y aura pas la place pour 40 partenaires. Et puis un autre slide de contexte, c'est le réseau sur le RS2E, que Jean-Marie Tarascon, qui est professeur au Collège de France, dirige, sur les batteries. Donc il réunit des laboratoires de recherche répartis sur toute la France avec des partenaires industriels et des centres de transfert technologique, le CEA, l'IFP et l'INERIS. Et l'idée, c'est on fait de la recherche amont, ça a été créé en 2011, on fait de la recherche amont, et l'idée, c'est de se servir des centres de transfert pour aller vers les développements industriels. Et un exemple de réussite de ce réseau RS2E, donc qui a un peu plus de 10 ans maintenant, c'est la création de start-up, entre autres la start-up Tiamat qui fait des batteries sodium-ion. Et le dernier, c'est le PEPR batterie. Le PEPR batterie, c'est quoi? C'est la stratégie nationale d'accélération sur les batteries. Vous savez vous ne savez peut-être pas, mais qu'il y a eu plusieurs PEPR de lancer sur le quantique, sur l'hydrogène. Et l'État a décidé de lancer un PEPR sur les batteries, donc qui est doté de 45 millions d'euros de budget pour développer la R&D à bas TRL. La R&D à Technological Readiness Level, ce qui est R&D 1.4. 1, TRL1, c'est quelque chose c'est une idée de laboratoire. TRL9, ça sort de l'usine. Vous voyez, TRL1.4, c'est vraiment de la recherche un peu amont sur les futures générations de batteries post-lithium-ion. Donc il y a 3 axes de R&D dans ce PEPR, donc trouver des nouvelles chimies innovantes, encore une fois post-lithium-ion. Il y a des choses sur le Battery Management System, parce que dans la batterie de votre véhicule électrique, par exemple, vous avez des organes électroniques qui vont contrôler un peu que les tensions, les courants se répartissent bien dans les cellules. Et puis développer des outils et des méthodologies innovantes, comme des outils numériques, avec les jumeaux numériques, avec l'intelligence artificielle, le machine learning, et des outils technologiques avec des techniques de caractérisation opérando pour aller voir ce qui se passe à l'intérieur des batteries en fonctionnement. Voilà. Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Alors,
pour revenir un peu au sujet qui nous préoccupe, là vous avez sur un diagramme qu'on appelle un diagramme d'Aragon les performances en termes de densité d'énergie et densité de puissance de différents systèmes de stockage. Alors vous avez les batteries c'est beaucoup de densité d'énergie stockée, mais peu de puissance. Voilà, donc on peut faire des véhicules électriques qui ont beaucoup d'autonomie, mais vous savez qu'on ne peut pas recharger les batteries en 10 minutes. C'est compliqué. Et puis vous avez d'autres types de systèmes de stockage qu'on appelle les supercondensateurs, qui ont beaucoup de puissance ici, mais qui ont beaucoup moins d'énergie. Donc si vous voulez, ça c'est le marathonien, hein, la batterie c'est le marathonien, et le supercondensateur c'est le sprinter. Et donc l'idée c'est d'essayer d'aller se déplacer vers ce point-là, ici, où on aurait des systèmes qui ont à la fois des densités d'énergie élevées et des densités de puissance importantes. Alors une première façon d'arriver à ce point-là, c'est de partir des supercondensateurs, du stockage capacitif, et pour essayer d'augmenter leur densité d'énergie. Et là je vous donnerai des exemples, et c'est tout ce qui va concerner le transfert, le transport des ions dans des carbones poreux, nanométriques, et ça fait complètement d'écho à ce que Lydéric a présenté pendant cette première heure. Et puis la deuxième option, c'est de partir du système de batterie et d'augmenter leur puissance. Alors les batteries, c'est quoi? Les batteries sont des matériaux qui vont échanger des électrons avec des réactions électrochimiques, des réactions redox. Ben, l'idée, ça va être d'essayer de concevoir des matériaux avec des réactions redox, échanger des électrons, mais qui vont être très rapides, non limités par la diffusion. Ou, alors, pas non limités par la diffusion, mais on va dire très faiblement limités par la diffusion. Être capable d'aller très vite, non limités par la diffusion. Alors je vais commencer d'abord par le premier exemple, qui sont sur les supercondensateurs. Un supercondensateur, c'est quoi? Donc vous avez vu tout à l'heure, c'est un système qui permet de se décharger très rapidement, beaucoup de puissance, mais qui a 15 fois moins d'énergie dans les batteries. Alors comment ça fonctionne? Pourquoi on a ces performances-là? Un supercondensateur, ça utilise 2 électrodes de carbone poreux. Donc c'est de la poudre de carbone qu'on vient mélanger avec un liant et qu'on enduit sur des collecteurs métalliques. Et vous mettez ça dans un électrolyte, les 2 mêmes électrodes, et quand vous allez charger avec une source extérieure, vous allez charger par exemple ici l'électrode positive de carbone, vous allez injecter des trous. Ce qui va se passer, c'est que les anions de l'électrolyte vont venir s'absorber pour compenser la charge à la surface du carbone. C'est un stockage électrostatique. Et en ce faisant, si vous voyez, cette électrode positive de carbone, ça c'est le plan positif de l'électrode de carbone, côté solide. Là, vous avez l'électrolyte, les anions qui viennent s'absorber pour compenser la charge. C'est ce plan de charge côté liquide, et on forme un condensateur. Ce condensateur, c'est epsilon 0, epsilon r, la constante électrique de l'électrolyte, fois la surface du carbone, divisée par la distance d'approche des ions. Cette distance d'approche des ions à la surface du carbone, c'est quelques Angstrom, ce qui veut dire qu'on peut récupérer des capacités de l'ordre de 10 à 20 microfarads par centimètre carré. C'est très faible. Sauf qu'il y a des matériaux comme le carbone, qui est un matériau formidable, qu'on peut fabriquer avec des très très grandes surfaces. Et en particulier, les carbones poreux qu'on utilise ont des surfaces de 1000, 1500, 2000 m² par gramme. Et pour ça, on va venir faire des trous, faire oxyder le carbone de façon contrôlée pour venir développer une porosité. 1500 m² par gramme, c'est la surface dans 1 gramme de carbone un cours de tennis ou 1 à 2 cours de tennis. Et donc, si on fait une règle de basique multiplication, on s'aperçoit qu'on peut stocker plus de 100 farads par gramme de carbone dans ces matériaux poreux. Encore une fois, c'est électrostatique, mais comme la surface est très grande, on stocke beaucoup de charge. Cette représentation, vous avez ici, ça, ce sont de la simulation par Céline Merlet et Mathieu Salan. Vous avez ici le carbone, une électrode de carbone poreuse, celle-là par exemple, l'électrolyte, avec les boules rouges et vertes qui sont les cations, les anions, l'autre électrode de carbone. Quand vous polarisez, vous avez les anions qui vont rentrer à la cathode et les cations qui vont rentrer à l'anode. Et ce qu'on voit ici, par exemple, là, vous avez des ions qui sont dans les porosités du carbone, et puis là, vous avez un ion qui est tout seul dans ce petit pore, qui fait moins de 1 nanomètre. Et tout ce qui est important, là, c'est de comprendre qu'est-ce qui va se passer à l'interface dans ces matériaux entre le carbone et l'électrolyte. Alors, je vais juste introduire pendant les deux slides des résultats qui sont un peu antérieurs, mais ce qu'on a fait il y a quelques années, c'est qu'on est parti de carbone poreux modèle. Un peu comme Lydéric utilisait carbone 1D, 2D, qui vous montre ces matériaux modèles. On a fait nos propres matériaux modèles. Et comment on a fait ça? On est parti de carbure de titane et on a fait la chloration de ces matériaux à différentes températures contrôlées. Et quand vous faites ça, eh bien, vous enlevez le titane du TiC sous forme de gaz, du TiCl4, et vous récupérez du carbone. Mais ce carbone, il est poreux, puisqu'il a perdu des atomes de titane. Et en fonction de la température à laquelle vous faites la chloration, eh bien, vous êtes capable de faire des carbones avec une taille de pore de 1 nanomètre, 1,5 nanomètre,
0,5 nanomètres, en fonction de la température de chloration, puisque en fonction de la température, deux lacunes de titane vont diffuser pour former un pore plus gros. Et donc là, vous avez, en fonction de la température de chloration, ces différents échantillons qu'on a préparés, le volume poreux en fonction de la taille de pore, et vous voyez que vous avez des valeurs de taille de pore assez précises, 0,68, 0,74, 1 nanomètre. Et on a fait toute une série d'échantillons comme ça. Et là, vous avez une représentation par modélisation de ce qu'est un carbone poreux. Donc, vous avez des pores. C'est évidemment, quand on dit, c'est des distributions unimodales, mais ce sont des gaussiennes, mais qui sont quand même sont centrées sur une valeur moyenne. Et on a utilisé ces matériaux, cette figure, vous l'avez vu, on a utilisé ces matériaux dans des électrolytes, donc un solvant avec des ions. Alors le solvant, on n'utilise pas de l'eau, parce qu'on aime bien avoir des matériaux, des solvants qui ont une tension de fonctionnement plus élevée. On utilise de l'acétonitrile, mais ce n'est pas grave, c'est un non aqueux. Et on met des sels, des cations et des anions. Et ce dont on s'est aperçu, c'est que ici vous avez là tout ce que les gens avaient fait, tous les résultats, enfin beaucoup de résultats de la littérature. Donc quand on était entre 2 et 4 nanomètres, ben, la capacité augmentait tranquillement. Pourquoi? Parce que la taille d'un ion solvaté, c'était 1,5 de nanomètres. Donc vous voyez, les pores étaient assez gros pour les faire rentrer. Et puis, par contre, dès qu'on descendait en dessous de ces valeurs-là, ben, on avait cette zone qui n'était pas trop décrite dans la littérature parce qu'on n'avait pas de matériau modèle avec la bonne taille de pore pour vérifier. Mais tout le monde pensait que ça s'écroulait. Et en fait, la capacité, on a mesuré qu'elle augmentait drastiquement. Et ce qui était imprévu, en fait, c'est que cette capacité, elle augmentait lorsque la taille des pores était inférieure à la taille des ions solvatés. Les ions avec les molécules de solvant, donc je vais contribuer au tableau. Donc, quand vous avez un cation, Nidéric l'a fait tout à l'heure, je ne vais pas faire la molécule d'eau, je vais faire une molécule de solvant, par exemple l'acétonitrile, CH3CN. Eh bien, ça, c'est la taille des molécules solvatées. Ces ions solvatés font plus de 1,5 nanomètres, et vous voyez qu'en dessous de 1 nanomètre, on a cette augmentation exponentielle de la capacité. Ça veut dire qu'on a fait l'hypothèse à l'époque, c'était en 2006, que les ions étaient partiellement désolvatés, devaient se désolvater pour entrer dans ces pores. Mais on a été, bien sûr, c'était challengé parce qu'on ne savait pas comment arriver à mesurer et à démontrer que les ions se désolvataient. Eh bien, à partir de là, on a beaucoup travaillé, on a essayé de trouver des moyens un peu détournés pour mesurer expérimentalement, valider expérimentalement cette désolvatation. Ça a été la première étape. Et je vous parlais de la microbalance électrochimique à quartz. C'est un outil qu'on a utilisé pour essayer de voir si vraiment on désolvatait les ions quand ils rentraient dans ces pores. Alors, ce sont des pores de 1 nanomètre, donc on est en train d'essayer de voir de l'électrochimie dans des pores plus petits que 1 nanomètre. Et donc, c'est quoi une microbalance à quartz? Vous avez un quartz qui a une fréquence de résonance donnée, et ce quartz, on va venir dessus déposer quelques gouttes de notre carbone poreux. Et ce quartz, on va l'utiliser dans une cellule électrochimique, et on va le polariser dans l'électrolyte, positivement, négativement, pour faire entrer les anions, les cations. Et ce qui est intéressant, c'est que, pour simplifier, il y a la variation de fréquence de résonance de ce quartz, quand on travaille dans des conditions bien définies, elle va être proportionnelle à la variation de masse de l'électrode. Donc, si je mesure une variation de masse pendant la polarisation, une variation de fréquence pendant la polarisation, au travers de cette équation, l'équation de Sauer-Bré, je sais remonter la variation de masse de l'électrode. Donc, la masse des ions qui rentrent et qui sortent. Et puis à partir de là, quand je fais passer un courant dans une électrode pendant un temps donné, j'ai une quantité de charge, Q, et la loi de Faraday nous fait le lien entre la variation de masse et la variation de la charge et la masse molaire des ions qui rentrent et qui sortent. Alors la première étape, on a utilisé un électrolyte, donc c'est de l'acétonitrile, CH3CN, et puis on a utilisé un cation imidazole, l'éthylméthylimidazolium, et un anion trifluorosulfonide imide. C'est pas très grave, c'est EMI+, TFSI-, l'anion et le cation. Et puis on a polarisé nos électrodes dans cet électrolyte. D'accord? Et on a fait une voltammétrie cyclique. Une voltammétrie cyclique, c'est quoi? On contrôle la vitesse de balayage en potentiel. Donc on dit, je vais par exemple de ce potentiel-là à ce potentiel-là avec une vitesse de balayage de 20 millivolts par seconde. Donc ma vitesse de balayage est constante et je mesure le courant. Et donc j'ai le courant en fonction du potentiel. Je me déplace à vitesse de balayage négative dans ce sens-là constante, positive dans ce sens-là. Et j'ai une signature, vous voyez, la courbe électrochimique, c'est un rectangle. Pourquoi c'est un rectangle?
Alors, je suis désolé, Lyric, ça sera mes deux seules équations du talk. dQ, c'est CdV. Hein. Donc, le courant, c'est I est égal à C sur dV sur dt. dV sur dt, c'est notre vitesse de balayage au potentiel qui est constante. Si on fait l'hypothèse que la capacité, c'est la capacité de double couche, hein, quand on vient absorber les ions sur le carbone, elle est constante, mais ça veut dire que j'ai un courant de charge constant. Et vous regardez, hop, là je charge, courant constant, je décharge, courant constant, quasiment. Donc j'ai une vraie signature capacitive. Je stocke la charge par adsorption, désorption des ions. Et là, je suis parti donc de ce potentiel-là, qui était le potentiel à courant nul de mon électrode. Ça, je scanne la branche négative. Je repars de ce même potentiel ici à courant nul. Je scanne la branche positive. D'accord ? Donc, signature capacitive, les ions accèdent au pore. Eh bien, même pendant l'expérience, j'enregistre en même temps la variation de fréquence de mon quartz. Donc oui, j'ai une variation de fréquence. Et cette variation de fréquence, je peux la transformer en variation de masse. Cette variation de masse, je vais la tracer en fonction de la variation de la charge que j'ai fait passer dans mon électrode pendant la polarisation. D'accord ? Là, j'ai un courant. Là, je travaille à potentiel, vitesse de potentiel donnée, de balayage constante. Donc ça, c'est un temps. L'intégration me donne une charge. Et je trace la variation de masse de l'électrode pendant une polarisation positive, charge positive, ou une polarisation négative, charge négative, et j'obtiens cette courbe expérimentale. Alors, là, je trace en pointillé, ici, la loi de Faraday, cette droite en pointillé, ce sont les masses molaires du cation éthylméthylimidazoléum nu, 111 g par mol, et de l'anion TFSI nu, 280 g par mol. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si j'ai mon carbone, je polarise négativement, eh bien, si je polarise négativement, normalement, je fais rentrer des cations. D'accord ? Ben, si je polarise négativement, que je fais rentrer des cations, si le cation est nu, je dois faire rentrer des cations suivant cette droite-là. Or, vous voyez, ici, quand je fais rentrer des cations, j'obtiens cette courbe expérimentale-là. Elle est plus grande que la courbe théorique. Ça veut dire que ce n'est pas un cation nu qui rentre, c'est un cation avec des molécules de solvant autour. Et si je fais la différence, j'obtiens le nombre de molécules de solvant autour du cation qui rentre, et je trouve que j'ai entre 3 et 4 molécules de solvant par cation qui rentrent dans le pore. Or, par dynamique moléculaire, on sait qu'un cation, EMI+, il est entouré de 8 à 10 molécules de solvant dans l'électrolyte. Et ça, c'était la preuve expérimentale que des cations rentrent partiellement désolvatés dans les pores. Et vous voyez, on a des matériaux qui font 1 nanomètre, on mesure des microgrammes, quelquefois des nanogrammes par centimètre carré, et on arrive à remonter à des masses molaires d'ions qui rentrent, solvatés, désolvatés. Et ce qu'on voit ici là, dans polarisation anodique, vous voyez qu'il y a toute une zone là dans laquelle la pente elle est inférieure à la pente théorique. La masse est inférieure à la masse théorique. Mais je ne peux pas avoir une masse plus faible, sauf si je considère que quand j'injecte un trou dans le carbone, au lieu que ça soit un anion qui rentre, ben j'injecte 2 trous, il y a un anion qui rentre et un cation qui sort. Et donc le delta M est plus faible que le delta M théorique de l'anion. Et ça s'appelle un mécanisme d'échange ionique. C'est très important, j'y reviendrai tout à l'heure. C'était la première fois qu'on montrait un mécanisme d'échange ionique. Ce n'est pas juste de l'absorption du contre-ion. Les ions s'échangent avant de revenir à un flux ici, pour plus grande charge positive, qui est juste le flux du contre-ion anion. Donc ça, c'était la démonstration que oui, effectivement, l'hypothèse qu'on avait formulée, c'était la bonne. Les ions rentrent partiellement désolvatés. Et comme ils sont partiellement désolvatés, ils s'approchent plus près du carbone et la charge augmente, la capacité augmente. Maintenant, l'autre question, c'est est-ce qu'il n'y a que la taille des ions, des pores qui est importante ? Mais pour vérifier ça, l'année dernière, on a fait des mesures, on a toujours fait des carbones poreux CDC, donc à partir de ces carbaïdes dérivés de carbone, mais on a fait un carbone à 800 degrés, qui est amorphe, et on a fait un carbone à 1100 degrés. Vous voyez qu'on a, ça ce sont des images mètres, on voit des organisations, des plans graphitiques. Donc ce carbone-là, ce n'est pas du graphite, mais il est beaucoup plus graphitique, il est beaucoup plus ordonné que ce même carbone ici à 800 degrés. Et ce qui est très intéressant, c'est que si on regarde le volume poreux, si on mesure la taille des pores, les volumes des pores avec des méthodes d'adsorption gazeuse, je ne vais pas vous embêter avec ça, le volume poreux en fonction de la taille des pores, on s'aperçoit qu'ils ont exactement la même taille de pores. C'est pour ça qu'on les a fait, 1,1 nanomètre. Donc il y a un carbone qui fait 1,1 nanomètre amorphe et un carbone qui fait 1,1 nanomètre de taille de pore, beaucoup plus graphitique. Et le volume poreux total, c'est le même, et on a plus de la moitié du volume poreux total qui est en dessous de 1,1 nanomètre. Si vous vous souvenez, c'est la zone qui est la plus intéressante pour la capacité pour le stockage des charges.
Donc, j'ai 2 carbones, même caractéristiques, même volume poreux, mais j'ai juste la structure qui change. Un qui est amorphe et l'autre qui est beaucoup plus sp2, hybridé sp2. Alors, qu'est-ce que ça va changer? Eh bien, j'ai repris le même électrolyte, 2 mol par litre émité FSI. La voltamétrie cyclique du carbone 800 degrés amorphe, bon voilà, on a cette voltamétrie, bon, tout va bien. Celle du 1100 degrés, qui est beaucoup plus graphitique, et on a la signature capacitive, tout va bien. Et puis là, vous voyez ici, je vous donne la valeur du potentiel de charge nulle, le PZC, le potentiel of zero charge. Et ce PZC, c'est quoi? Il correspond au minimum de capacité. Ça veut dire qu'à ce point-là, ce potentiel-là, la charge nette sur la surface du carbone, la charge, elle est zéro. Lydéric vous a parlé de charge de carbone, elle est nulle à ce potentiel-là, exactement nulle. Ben, vous voyez déjà qu'on a deux différences, enfin on a une différence, pardon. Ici, je vais passer à ce point-là, le PZC pour le carbone amorphe, il est de 0,2 volts par rapport à l'électrode de référence. Le PZC pour le carbone graphitique, il est de 0,4. Et cette différence, elle est significative. J'ai un PZC plus élevé pour le carbone graphitique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour avoir ma charge nulle, je suis à plus haut potentiel. Je suis obligé d'injecter des trous pour avoir une charge nulle. Ça veut dire que sur le carbone graphitique, spontanément, quand je le mets dans l'électrolyte, j'ai des anions qui viennent s'absorber, alors entre la physie et la chimie-sorption, qui viennent s'absorber à la surface du carbone. Donc, quand je mets mon carbone dans cet électrolyte, j'ai des interactions carbone-anion spontanées, une charge de surface négative sur ce carbone-là. Ok, très bien. Et ça, c'est uniquement lié à la structure du carbone qui est différente. Et maintenant, ce que je vais faire la même chose, mais je vais faire en microbalance à quartz. Donc je vais enregistrer la variation de fréquence en fonction de la voltamétrie cyclique. Et là, je retrouve bien pour le carbone amorphe ma voltamétrie cyclique rectangulaire, la même pour le carbone amorphe, pour le carbone graphitique. Alors il y a un petit zigouigoui ici, mais c'est des manips qui sont compliquées quand même, hein, mais vous voyez qu'on a une très belle signature capacitive. Et ça, c'est la variation de fréquence en fonction du potentiel pour l'amorphe et pour le graphitique. Puisque j'ai une variation de fréquence qui change, c'est que j'ai des ions qui rentrent dedans, puisque la masse change. Ok, pas de surprise. Et maintenant, je reviens, je retrace la variation de masse en fonction de la charge. Ça, c'est pour le carbone amorphe. Vous voyez qu'on a ici, un peu comme tout à l'heure, quelque chose qui est très symétrique. D'accord? Là, j'ai la droite théorique pour l'absorption du cation nu, la droite théorique pour l'absorption de l'anion nu. Ben, ce qu'on voit, c'est qu'on a une variation symétrique de la masse. On a une variation linéaire, donc en fait, le mécanisme ici qu'on voit, c'est j'injecte un électron dans le carbone, ce sont des cations qui viennent absorber. J'injecte des anions, des trous dans le carbone, ce sont des anions qui viennent compenser la charge, parce que vous voyez, je suis directement sur une partie linéaire. Alors j'ai une petite partie autour du PZC, évidemment je ne suis pas en triangle, mais il faut une petite partie d'accommodation, où j'ai ce qu'on appelle une perme sélectivité, j'ai cassé la perme sélectivité, j'ai une petite zone d'échange, mais 3 fois rien. Principalement absorption du contre-ion ici et là. Et maintenant, si je regarde ce qui se passe, ça c'était le petit schéma, si je regarde ce qui se passe sur le carbone graphitique, vous voyez, on a complètement cassé la symétrie. On a quelque chose qui est très plat du côté des charges négatives, avant d'arriver à une droite ici, qui correspondrait à l'absorption des contre-ions pour des charges beaucoup plus importantes. Comment on peut expliquer ça? C'est très simple. Je vous ai dit que ce carbone, naturellement, il y avait des anions absorbés dessus. Eh bien, quand on va en polarisation négative à partir du PZC, avant d'absorber les cations, ben, il faut désorber les anions. Donc on désorbe les anions, et là on commence à absorber les cations, et à la fin, on va venir absorber que des cations. Et donc ça montre qu'on a une grande zone d'échange ionique ici, en potentiel. Et ça c'est important parce que ça veut dire que les flux, ce n'est pas du tout les mêmes. On a changé, en fait, le mécanisme de stockage, rien qu'en jouant sur la structure locale du carbone. Là, je ne faisais rentrer que des contre-ions, et là, j'ai une grande zone d'échange ionique qui est sur plus de la moitié de la plage de potentiel, où j'ai des ions qui rentrent et d'autres qui sortent en même temps. Alors ça a l'air de rien, mais imaginez-vous qu'on veut se servir de ça pour faire la désalination capacitive de l'eau, NaCl. Ben, il vaut mieux se trouver dans cette situation où là j'absorbe les ions Na+, et là j'absorbe les ions Cl-, plutôt dans cette situation où là j'absorbe les Cl-, mais je relargue les Na+, ou j'absorbe les Na+, et je relargue les Cl-. Donc ça, c'est le PZC, c'est ce potentiel de charge nulle, c'est une notion fondamentalement importante, et c'est relié au potentiel zeta dont Lydéric parlait. Puisque un PZC ici,
beaucoup plus positif, ça veut dire que vous avez des anions à la surface, et c'est-à-dire la charge zeta, le potentiel zeta est plus négatif. Cette notion de potentiel zeta, de PZC, est fondamentalement importante. Et puis après, qu'est-ce qu'on a fait? Des carbones poreux, c'est bien, mais c'est un peu compliqué, donc on a essayé, toujours pareil, de retrouver des matériaux modèles, mais on a pris un vrai matériau modèle, du graphène, un monofeuillet de graphène. Et pareil, on est venu déposer un monofeuillet de graphène sur le quartz, ça n'a pas été facile, mais on y est arrivé. Donc on a pris du graphène qui a cru à partir d'une feuillard de cuivre, on a transféré sur du polyéthylène en dissolvant le cuivre, et du polyéthylène on a transféré sur le quartz, et puis on l'a monté dans notre microvalence à quartz. Alors, là vous avez une caractérisation du graphène qui est sur l'or, donc le I2D sur IG est à peu près égal à 1, ce qui veut dire que c'est un SLG qui est d'OPP, normal puisqu'il est au contact de l'or. Il y a des petites épaisseurs de 0,8 nanomètres parce qu'il y a des plis un peu sur le graphène. Bon, voilà, ce n'est pas une surface complètement parfaite. Et puis, on a plus de 80% du quartz qui est recouvert par le graphène. On a des toutes petites zones de temps en temps, il y a des petits trous. Mais bon, c'était quand même relativement bien. Et puis, on a fait, ici, on a pris ce matériau et on a fait, ça c'est la voltammétrie cyclique, on s'est arrêté à différents potentiels. Et à différents potentiels, on a mesuré la capacité par méthode de spectroscopie d'impédance électrochimique. Et cette capacité, on l'a reportée en fonction du potentiel. Pourquoi? Pour trouver les potentiels de charge nulle, le minimum de capacité. C'est une méthode un peu plus précise que la voltammétrie cyclique. Et là, vous avez le single layer graphene dans l'électrolyte 2 mol par litre dans l'acétonitrile. Il est ici, le PZC est ici. D'accord? C'est le PZC qu'on a vu tout à l'heure. Et là, vous avez le même matériau, le graphène, dans le liquide ionique sans solvant. EMI+, TFSI-. Donc il n'y a pas de solvant, il y a des cations, des anions. Et il est liquide, cet électrolyte, à température ambiante, parce que vous avez des charges délocalisées sur les ions, et donc c'est un liquide. Eh bien, ce qu'on voit, c'est que quand on passe du liquide ionique en présence de solvant, l'acétonitrile, au liquide ionique pur, on diminue très fortement le PZC. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre single layer graphene, avec ces carbones sp2, il a des très fortes interactions spontanément avec les cations. Parce qu'on a des électrons délocalisés sur l'imidazole et on a des électrons des carbones sp2 et donc on vient faire une chimisorption des cations assez forte sur le graphène. Et c'est pour ça qu'on diminue très fortement le PZC. Alors, tout à l'heure, je vous ai montré comment on changeait le comportement quand on a augmenté le PZC, et là, vous allez voir ce qui se passe quand on diminue le PZC. Et évidemment, pourquoi le PZC augmente quand on met du solvant? Parce que le solvant va écranter les charges, c'est la constante diélectrique, c'est ce que vous a expliqué Lydéric, écranter les charges et dissocier les ions. Alors, on a fait les manips en microvalence à quartz. Là, vous avez la voltammétrie cyclique, c'est juste un monofeuillet de graphène. C'était pas facile à avoir ça, c'est juste un monofeuillet de graphène, donc c'est quelques microampères. Et là, vous avez la variation de masse en fonction, pendant la polarisation. Donc vous voyez qu'on voit une variation de fréquence, qu'on corrèle à une variation de masse. On mesure des nanogrammes, là. On a pris l'équation de Sohor-Bray, on a transformé le delta F ici en delta M, et puis on a intégré la voltammétrie cyclique, on a calculé le Q. Et voilà, la delta M en fonction de la charge. Charge positive, charge négative. Alors qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien, quand on part du PZC et qu'on injecte des charges positives dans le graphène, qu'est-ce qu'on voit? On voit une perte de masse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une espèce chargée positivement qui quitte la surface de l'électrode. Et cette espèce, avec la masse molaire, on est remonté à un cluster de type EMI 1,6, TFSI 0,6, chargé positivement, une fois positif. Et donc, ça explique pourquoi la masse diminue. Et ce cluster, il avait été prédit par Kornichev dans les liquides ioniques. Enfin, pas tout à fait la même formule, mais ces clusters ioniques, quand il n'y a pas de solvant pour dissocier les charges, ces clusters cationiques, ils ont été prédits théoriquement par des théoriciens, et en particulier Kornichev, parce que, encore une fois, en l'absence de solvant, on fait ces clusters chargés. Donc ça, c'était une nouvelle intéressante. Mais ici, encore plus intéressant, vous voyez, là, je n'ai pas de variation de masse. Quand je polarise négativement, je n'ai pas de variation de masse. Je n'ai pas de variation de masse, mais, souvenez de la voltammétrie cyclique, je stocke de la charge, sans flux net d'ions. Ben, comment c'est possible? On a fait on s'est fait aider pour faire des simulations par dynamique moléculaire. Alors ça, c'est vraiment, je suis désolé Marie-Laure, c'est vraiment à gros traits, je ne suis pas un théoricien. Donc ce qu'on voit, c'est que
les cations imidazole, qui sont en très forte interaction avec la surface du graphène, quand on est au PZC, imaginez-vous, ils sont orientés verticalement. Quand vous injectez des électrons dans le graphène, eh bien, ils vont venir s'orienter parallèlement à la surface pour compenser la charge. Et là, c'est la première fois qu'on montrait qu'il y avait un stockage de charge électrostatique juste par réorientation des cations à la surface. Et pourquoi on a ça? Parce que les cations, ils sont chimisorbés à la surface. Et avant d'absorber des anions, ben, il faut déjà enlever les cations. C'est ce qu'on a vu, c'est ce qu'on voit ici. On n'a pas d'absorption d'anions, on ne fait qu'enlever des charges positives parce qu'ils sont très fortement liés. Et ici, on n'a pas la place, quand on va injecter des charges négatives dans le graphène, on n'a pas la place de venir faire entrer d'autres cations parce que la surface est saturée de cations à l'état natif. Et donc, on peut le voir en fait comme un changement de constante diélectrique à la surface très lent. Si tant est que ça fait du sens de parler de constante diélectrique locale, mais c'est comme si on changeait la constante diélectrique localement, la surface du graphène, parce qu'on vient réorienter ces ions. Donc ça, c'était assez intéressant. C'était la première fois qu'on arrivait à montrer qu'on pouvait stocker de la charge par réorganisation de l'électrolyte. Et puis si on regarde un peu, toujours dans l'électrolyte, alors je reviens dans l'électrolyte, 2 moles par litre sur limite FSI, ça c'est le graphène. Hein, le graphène. Vous voyez que là, le graphène tout seul, en présence de solvant, mécanisme d'absorption contre ion. Électrons, quand je vais vers les négatifs, hop, j'ai les cations qui s'absorbent. Quand je vais vers les positifs, les anions. Et j'ai toujours mon cation qui est désolvaté, même sur le graphène nu, parce qu'il est fortement lié au graphène. En fait, ici, quand je compare avec ce qui se passe en absence de solvant, vous voyez que le mécanisme de stockage il est complètement différent. En jouant sur la présence de solvant ou pas, ben, j'écrante les interactions pipi entre le cation imidazole et le graphène, et je change complètement mon mécanisme de stockage des charges. Et là, ici, dans ce cas-là, pardon, si je calcule les microfarads par centimètre carré, sont beaucoup plus élevés que dans le cas des carbones poreux. Et donc, ça veut dire en conclusion que la taille des pores, elle est évidemment importante, parce que c'est tout ce qu'a montré aussi Lydéric, le confinement est très important, mais la structure du carbone a aussi un impact sur le mécanisme et la capacité des carbones. Et donc, donc ces travaux, en fait, les supercondensateurs, ça fait à peu près, ça a doublé de densité d'énergie en 10 ans, c'est pas beaucoup, hein, mais ça a quand même des applications un peu commerciales, hein, et vous avez ici, vous avez par exemple Skelton, qui est une boîte qui est en Slovénie et en Allemagne, qui est européen, qui fait des supercars pour le stop and start, pour la récupération d'énergie cinétique dans les tramways, pour la régulation du réseau, pour les petits outils d'électronique, etc., et qui utilisent des carbones dérivés de carbure, mais eux qui produisent à l'échelle industrielle. Voilà, donc c'est ce dont je voulais vous parler plutôt pendant cette première. Je ne sais pas combien de temps j'ai parlé, là, Lydéric, déjà. D'accord, impeccable. Donc la deuxième partie, c'est sur les batteries. Donc l'idée, là, c'est de partir d'ici et d'essayer d'augmenter la puissance, donc essayer de voir comment on peut mettre au point des matériaux avec des réactions qui vont stocker l'énergie par réaction redox pour augmenter l'énergie, mais des réactions redox qu'on va espérer les plus rapides possibles. Alors il y a des matériaux qui ont été découverts il y a une dizaine d'années par Yuri Gogotsi, un collègue à l'université Drexel. Vous avez vu qu'avec Yuri, on travaille depuis une vingtaine d'années ensemble. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il était parti de phase max. Alors max, M, c'est un métal de transition, A, c'est un des métals vaves, aluminium, silicium, etc. Et X, c'est le carbone ou l'azote. Donc il y avait ces phases max, par exemple TI3LC2. Et puis il a mis ça dans une solution qui contenait de l'acide fluorhydrique. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au fur et à mesure, il a dissous l'aluminium entre les plans TI3C2. Et il est arrivé à avoir des feuillets de TI3C2, alors pas complètement délaminés, mais des feuillets de TI3C2 stackés, ou même quasiment délaminés quand on fait la sonication. Et donc ça, c'était des matériaux, il a réussi à faire des matériaux 2D comme ça. Par contre, ces feuillets, attention, ils ont des groupes de surface, TX, parce qu'on utilise de l'acide, du LiF plus du HCl, donc de l'acide fluorhydrique en fait. Et donc il y a des groupements de surface F-, OH, F, OH et de l'oxygène. Et ces matériaux, ils sont intéressants parce que, vous voyez, ça c'est des feuillets de TI, TI3C2, et puis il y a de l'espace interfeuillé, et dans cet espace interfeuillé, on peut intercaler des protons très rapidement. Ce qui veut dire que quand vous le polarisez, quand vous injectez des électrons dans le TI3C2,
eh bien, il y a des protons qui peuvent venir compenser la charge, qui peuvent venir s'intercaler, et la charge elle est compensée par changement de degré d'oxydation du titane qui passe de titane 3 à titane 2. Et donc, on stocke de l'énergie dans un matériau avec des réactions redox, comme dans une batterie, mais c'est très rapide parce que la conductivité du proton ou la conduction du proton elle est faite par un mécanisme de Grotius dans l'espace interfeuillé qui est très petit, confiné, mais très facilement accessible. Et donc, ces matériaux, on s'est beaucoup amusé avec, en particulier en milieu acide sulfurique. Donc voilà, ça sont les voltamétries. Vous avez une voltamétrie rectangulaire ici, double couche, sur laquelle on vient rajouter des pics redox. Pics redox symétriques, donc ça veut dire que c'est très rapide. Alors les performances sont très intéressantes. Voilà, on a 1500 farads par centimètre cube, 10 fois plus que dans le carbone que je vous ai montré, dont je vous ai parlé tout à l'heure. 350 farads par gramme, 3 fois plus que dans le carbone, c'est formidable, sauf que ça a un petit problème, c'est qu'on travaille dans l'eau. Et l'eau, la tension maximum de décomposition de l'eau, c'est thermodynamique, c'est 1,23 volts. C'est-à-dire que la tension de fonctionnement de ces systèmes, c'est juste 1 volt. Et l'énergie, elle est proportionnelle, dans un condensateur, à 1,5 de CV2, V carré. Donc, avoir 1 volt de tension, ce n'est pas très satisfaisant. Et l'idée, c'est d'essayer de pouvoir utiliser ces matériaux dans des solvants non aqueux, pour monter jusqu'à 3 volts, etc., dans lesquels il n'y a pas d'eau. Mais jusqu'à présent, jusqu'à très récemment, ça ne fonctionnait pas très bien. Ça ne fonctionnait pas très bien parce que tous ces matériaux Maxen, ils étaient préparés avec des fonctions de surface, fluorure, hydroxy et oxygène. Et évidemment, quand on a des matériaux 2D comme ça, la réactivité de surface, elle va dépendre fortement de la chimie de surface. Et donc, on s'est posé la question, on s'est dit, est-ce que ça ne serait pas intéressant de trouver une façon de préparer avec un E accent des Maxen, avec un S, avec des groupes de surface différents de fluor, oxygène, enfin fluor, hydroxy. Et donc, on a essayé de réfléchir à ce qu'on pourrait faire, et on a proposé, alors c'est pas pour être industrialisé, mais c'est une manip modèle dans lequel on est venu faire la synthèse de Maxen à partir de sel fondu. Donc, on prend du chlorure de cuivre qu'on met à 750 degrés avec du KCl et du NaCl. Ça fait un eutectique, et on met la phase max. Alors, ce n'est pas de l'aluminium, c'est du silicium, mais c'est pareil. Et quand vous arrivez à 750 degrés, vous allez réduire le cuivre 2 en cuivre et oxyder le silicium en silicium 4. Et donc, vous faites Ti3C2 plus 2Cu plus SiCl4. Alors, il y a du cuivre qui se dépose, mais on forme ça. C'est ce qu'on veut. Et le cuivre, il faut le. Alors, juste avant, ça, c'est une image MEB du Ti3C2. Alors, vous voyez que c'est une structure accordéon. Il s'est bien délaminé, pas complètement délaminé. Hein, il y a des feuillets sont stackés, mais il s'est bien ouvert. Donc, on a bien fait le Ti3C2. Mais comme il y a du cuivre, il faut faire un petit traitement au persulfate d'ammonium pour enlever ce cuivre-là. Et ça, c'est le diagramme de diffraction des rayons X. Ça, c'est la phase max. Et ça, on voit bien le 002, 004, 006, etc., etc. La structure lamellaire en 00L. Bref, mais on a fait une analyse ICP, et bien sûr, il n'y a pas de fluor, puisqu'on n'a que du chlore. Donc, on a 0,117 chlore. Par contre, il n'y a pas d'OH-, parce qu'on est en sel fondu. On n'a que de l'oxygène. Donc, la formule sur laquelle on est arrivé, c'est Ti3, C à peu près 2, 0, enfin, oxygène 1,7 et puis des chlorures. Donc, on a changé la chimie de surface des Maxen. Alors, ça, c'est une image haute résolution que j'aime bien montrer parce qu'elle est vraiment belle. Vous voyez des atomes de titane ici, le TI, le TI. Ti3, entre les deux, vous avez le carbone, C2, et là-dessus, ce sont les chlorures, Cl. Voilà, vous avez des petites images. Bon, ça, c'est pas grave. Et qu'est-ce qu'on a fait ? On s'est dit, on va tester nos matériaux dans un électrolyte de batterie lithium-ion. Alors ça, c'est la caractérisation d'un Maxen qui est obtenu suivant les méthodes conventionnelles, acide fluorhydrique, etc., qui est plein de fluor, d'OH- et d'oxygène. Ça, c'est le courant en fonction du potentiel. Là, on est en volt par rapport au lithium. Et l'idée, c'est d'essayer d'avoir beaucoup de charge à des petits potentiels pour une électrode négative. Et ce matériau, ce qu'on voit, c'est que quand on le polarise, hop, on a un premier pic d'intercalation de lithium, un deuxième, un troisième, etc., etc. Donc c'est une intercalation des ions lithium séquentielle. D'accord ? Ça veut dire que ce n'est pas très rapide. Ces pics, ça veut dire qu'il y a de la diffusion là-dedans. Et puis après, vous voyez que cette intercalation se fait entre 3 volts et 0 volts par rapport au lithium, sur une très grande plage de potentiel. Si vous voulez faire une batterie avec ça, ce n'est pas une électrode négative et ce n'est pas une électrode positive non plus. Parce que c'est trop bas pour un potentiel de positif, c'est trop haut pour un potentiel négatif. Donc c'est pour ça que ça ne marche pas très bien. Et puis ça, c'est la signature qu'on a obtenue rien qu'en changeant la surface de nos matériaux, en changeant les quelques groupes fonctionnels de surface. Vous voyez, vous commencez l'intercalation de lithium, le courant est quasiment constant, vous revenez quasiment constant, et tout se passe ici. Et vous voyez,
la voltammétrie cyclique, elle est quasiment rectangulaire. Ça veut dire que c'est un système comme un stockage capacitif, très rapide, mais ça stocke 200 mAh par gramme. Le carbone, ça stocke 30. Et là, on est capable de faire de l'intercalation du lithium rapide, à bas potentiel, rien qu'en ayant joué sur la surface. Et si on regarde un peu les performances du Maxen traditionnel, obtenues par méthode traditionnelle, vous voyez qu'on obtient, alors quand on charge et qu'on décharge 1C ça veut dire en 1 heure. On charge en 1 heure, on décharge en 1 heure. On obtient 120 mAh par gramme. Et quand on charge à 10C en 6 minutes, et on décharge en 6 minutes, on est à 25 ou allez, on est à 50 mAh par gramme. Il y a un autre matériau qui est préparé sans fluor, mais qui est cell terminated. Vous voyez, quand on cycle à 100C, c'est en 36 secondes. 36 secondes de charge, 36 secondes de décharge, on est à 100 mAh par gramme. Donc ce sont des matériaux excessivement rapides qui stockent l'énergie, qui se chargent, qui se déchargent très rapidement. Et donc on a amélioré bien sûr les performances. Mais pourquoi les performances sont aussi intéressantes ? Eh bien, on a fait de la diffraction des rayons X, on a suivi la variation du pic 0,02, d'accord ? 0,02, c'est la distance, hein, le pic qui vous donne 2 fois la distance interfeuillée. Et ce pic, vous voyez, il est à 11 Armstrong, donc pendant la décharge, la charge, la décharge, la charge. Et vous voyez que premièrement, il ne varie quasiment pas pendant l'intercalation, la déintercalation de lithium. Ça veut dire que la distance interfeuillée, elle ne varie quasiment pas. Et deuxièmement, un dé de 11 Armstrong, ça fait un paramètre de maille de 22 Armstrong. Ça veut dire qu'entre les deux feuillets ici, il y a environ 3 Armstrong. 3 Armstrong, ça veut dire que le lithium, il est quasiment complètement désolvaté. Il est complètement désolvaté, et quand on le désolvate complètement, on a premièrement une capacité accrue, et deuxièmement, quelque chose de rapide au niveau de la réaction redox. Et donc ça fait quand même écho à ce qu'on a vu précédemment sur les carbones poreux, la désolvatation, l'augmentation de capacité, le maintien des performances en puissance. Et on est passé d'un comportement, enfin, on a toujours un comportement avec une voltammétrie capacitive, mais avec beaucoup plus d'énergie. Et le fait d'avoir trouvé ça, donc c'est pour ça que ce cours de Lydéric est aussi excessivement intéressant pour moi, parce que ça met de la théorie aussi derrière, ça offre des perspectives. Là, si vous voulez, si on prend, alors on va dire un pore relativement grand, de 2-3 nanomètres. Pardon. Là, vous voyez, vous avez ça, c'est un feuillet de quelque chose, et vous avez un pore très grand. Et si vous faites la polarisation de ça, comme des carbones, ben vous allez charger la double couche, mais vous avez la place pour faire entrer les ions complètement désolvatés. Et donc, vous chargez la double couche par électrostatique, vous avez une capacité limitée, mais de la puissance. Ça, c'est les carbones poreux dont je vous ai parlé. Et ça peut être même le Maxen dans un milieu neutre. D'accord ? Très belle voltammétrie rectangulaire. Forte puissance, faible capacité. À l'autre bout, quand vous diminuez très fortement la taille des pores, par exemple dans le graphite, une électrode de graphite, les ions lithium-ion viennent s'intercaler dans une électrode de graphite avec un transfert de charge à 100%, du redox. C'est une intercalation complètement désolvatée, il y a une très forte capacité, mais par contre il y a une puissance limitée parce qu'il faut les diffuser au sein de la matière pour aller trouver sa place. Donc, forte capacité, faible puissance, très forte puissance, faible capacité. Ben, qu'est-ce qui se passe entre les deux en fait ? Là, c'est le cas où le pore est très grand, les ions solvatés rentrent, et là, le pore est très petit, il n'y a que la place pour l'ion désolvaté. Ben, entre les deux, ce qui se passe, c'est que quand vous diminuez la taille de votre pore, eh bien, vous êtes dans une situation où, par exemple, vous obtenez ici l'intercalation du lithium très fortement désolvaté entre les feuillets de Maxen, vous passez de ça à ça, avec une augmentation de kappa, avec une augmentation de puissance. Et dans les carbones poreux, on a montré il y a plusieurs années que quand la taille de l'ion est très proche de celle du pore, vous voyez ici, hop, on a cette petite bosse-là, qui est une extra capacité, qui n'est pas du tout liée à un redox. On avait proposé il y a 12 ans que cette petite extra capacité était liée à un transfert de charge partielle de l'ion dans le carbone. Et c'est typiquement, en fait, ce qui se passe quand on est dans cette zone entre les deux. Et il semblerait que dans cette zone-là, où on est suffisamment... le pore est suffisamment grand pour faire entrer des ions, pas uniquement désolvatés, mais pas trop petits pour qu'ils le soient entièrement, on est une zone où on peut jouer entre le ratio énergie-puissance, faire des matériaux avec beaucoup de puissance et une densité d'énergie beaucoup plus élevée que dans le cas du stockage électrostatique, et plus de puissance que dans le cas de l'intercalation redox pure et dure, où l'ion vient trouver sa place dans la structure. Voilà. Et puis, s'il me reste un petit quart d'heure,
j'aimerais vous parler de quelque chose qu'on développe là depuis quelques mois au laboratoire, qui nous excite un peu, qui est une méthode autour de la spectroscopie d'impédance électrochimique. Donc, si vous prenez une électrode, une résistance d'1 kΩ, vous faites une mesure en fréquence de l'impédance, ben vous avez ici le module, ça fait 1 kΩ, pas de problème. Ben, si je mets juste cette résistance dans un électrolyte, qu'est-ce que je vois? Ben, je vois qu'à basse fréquence, j'ai toujours 1 kΩ, mais à haute fréquence, mon impédance diminue. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'à haute fréquence, ici, je suis court-circuité par la percolation, la conductivité ionique entre les deux morceaux d'aluminium qui constituent ma résistance. Je court-circuite ma résistance à haute fréquence. Pourquoi? Parce que j'ai un circuit avec deux branches. J'ai une branche ionique ici, qui est la conductivité ionique liée par l'électrolyte entre les deux pattes de la résistance, et j'ai la branche électronique, qui est la valeur de 1 kΩ ici. Et donc, évidemment, une capacité à basse fréquence, l'impédance est infinie, donc je suis court-circuité à basse fréquence par la résistance, ici, tandis qu'à très haute fréquence, je passe par R1, je suis ici. Cette manip simple, ça permet de montrer qu'on peut dissocier la percolation ionique de la percolation électronique. Ici, on voit la percolation ionique à haute fréquence et la percolation électronique à basse fréquence. Mais ça nous a donné une idée. Imaginez-vous qu'on prenne une feuille isolante, du kapton. Dessus, on vient déposer un matériau de batterie ou de condensateur, ce que vous voulez, de supercondensateur. On va utiliser deux potentiostats. Un premier potentiostat, celui-ci là, qu'on connecte, vous voyez, là, on vient polariser cette électrode, faire une voltammétrie cyclique, ce qu'on a vu tout à l'heure, faire de la charge-décharge, etc. Et avec un deuxième potentiostat, entre ces deux canaux, avec un deuxième potentiostat, on va venir faire une mesure d'impédance en fréquentiel, de AC à DC. Et donc, on est capable de mesurer la variation de percolation ionique et électronique dans le plan de l'électrode, puisque ça, c'est un substrat isolant, dont le courant, les électrons et les ions passent ici, pendant la polarisation. Et ça, c'est le type d'électrode qu'on fait, donc c'est un carré, puis on fait les quatre pattes d'or. Et puis on a testé 3 matériaux, des carbones poreux, des maxènes et des matériaux de batterie sodium-ion. Alors, quelle est la différence entre ce type d'impédance qu'on appelle dans le plan, in plane de l'électrode, avec l'impédance traditionnelle d'un supercondensateur? L'impédance traditionnelle d'un supercondensateur, donc, c'est l'impédance d'ici à ici, donc perpendiculairement au plan des électrodes. Ça, c'est l'haute fréquence, ça, c'est la basse fréquence. Le partie imaginaire, l'imaginaire, le réel, moins imaginaire le réel. Et là, vous avez ici, normalement, un supercondensateur, c'est un condensateur. On devrait avoir une verticale. Comme on a de la porosité, on a ici de la haute fréquence vers les moyennes fréquences, le signal pénètre dans la porosité de l'électrode, et après, l'impédance augmente verticalement. Pas tout à fait, parce que ce n'est pas des capacités plan-plan, c'est un peu de la 3D. Et ça, c'est parfaitement décrit, cette courbe-là, ce Nyquist, il est parfaitement décrit par le modèle de ligne de transmission. Donc ça, c'est la résistance d'électrolyte entre les deux électrodes. Et là, ici, là, vous avez ça, par exemple, ça, c'est l'électrode de carbone poreuse, ça, c'est le pore, ça, c'est le carbone, ça, c'est le pore, là, c'est l'autre électrode. Là, vous avez ici, sur le carbone, le premier site d'absorption capacitive d'un ion. Vous descendez dans la profondeur du pore, le C2, le deuxième site d'absorption, C3, etc. Et là, vous avez la résistance d'électrolyte dans le pore. Et bien, tout ça, cette ligne de transmission, ça modélise parfaitement ce type de diagramme de Nyquist. Et l'équation mathématique associée, elle n'est pas très compliquée, c'est juste une cotangente. Et ce modèle-là d'impédance, il décrit une électrode poreuse sans transfert de charge. Eh bien, si je reviens maintenant à notre variation d'impédance dans le plan, je prends du carbone, dont j'ai mis un carbone poreux, et je l'ai mis dans le MI-TFSI. Ça, c'est le carbone poreux, la résistance dans le plan, dans l'air, et ça, c'est dans le MI-TFSI. Vous voyez que quand je mets mon carbone dans le MI-TFSI, comme tout à l'heure, l'impédance, elle diminue à haute fréquence, et là, par contre, elle a augmenté à basse fréquence. Alors, si je reprends mon circuit ionique électronique de tout à l'heure, j'avais une branche ionique, une branche électronique. Eh bien, la branche ionique, c'est du carbone poreux, je la décris par la cotangente, le TLM. La branche électronique par la résistance du carbone, et puis là, la résistance entre les grains de carbone. Mais je peux définir une impédance, une admittance ionique, une admittance électronique. Et vous voyez, ici, j'ai les zones de prédominance, ici, parce que quand je calcule les deux branches, j'ai deux Z en parallèle, et le courant passe par le Z qui a la plus basse valeur. Et bien ici, ce que je vois, c'est qu'à haute fréquence, j'ai la percolation ionique,
Donc c'est le courant qui passe par le liquide, qui est entre les grains du carbone et le liquide dans les grains du carbone. Et à basse fréquence, j'ai la percolation électronique. Alors pourquoi j'ai une petite augmentation ici, entre l'air et mouillé dans l'électrolyte? C'est parce qu'en fait, quand je le mets dans l'électrolyte, les grains de carbone gonflent et j'ai une perte de contact. Alors, ce qu'on a fait après, c'est qu'on a utilisé maintenant le premier channel pour faire des polarisations. Donc, ça, on a polarisé avec le premier potentiostat notre carbone dans le MITFSI, signature capacitive. On s'est arrêté à différents potentiels et on a fait des impédances sur l'ensemble des fréquences. On a modélisé ces impédances en utilisant ce circuit électrique équivalent avec le TLM, les résistances du carbone, la résistance entre les grains, et on a extrait la variation, par exemple ici, de la résistance électronique et la variation de la résistance ionique. On a séparé les deux à partir du modèle. Vous voyez que la résistance ionique, elle varie très peu en fonction de la polarisation, la résistance ionique de l'électrode dans le plan. Mais la résistance électronique, elle varie énormément pendant la polarisation. Et vous voyez qu'elle passe par un maximum, ici, vers moins 0,2 volts. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des collègues qui ont montré que pendant la polarisation d'un carbone dans cet électrolyte-là, ça c'est la variation de volume en fonction de la charge, ou du potentiel, c'est pareil. Vous voyez que l'électrode, à partir du potentiel de charge nulle, qui est ici, quand vous chargez négativement, elle gonfle, et quand vous chargez positivement, elle gonfle. Le volume augmente, la résistance diminue, et le volume augmente et la résistance diminue. Donc on se dit, tiens, ça pourrait être lié au fait que les grains gonflent quand on charge et on décharge, et donc on a une meilleure percolation électronique. Alors ça peut, mais ce qu'on a montré aussi, quand on a tracé et étudié les carbones poreux, ça c'est un plot de Mode-Schottky, on est au PZC, ça c'est le potentiel, pas moins le potentiel à charge nulle. Ce que vous voyez, c'est que là, ici, dès qu'on polarise négativement par rapport au PZC, on va venir doper le carbone. On injecte des électrons, on fait un dopage N, ici. Et là, on fait un dopage P. Ça, donc, ça pourrait très bien correspondre ici, le PZC, et la résistance diminue parce que j'injecte des charges négatives, je fais un dopage N. La résistance diminue parce que j'injecte des charges positives, je fais un dopage P. Et ça, c'est le carbone, j'ai oublié de dire, c'est le carbone de 1 nanomètre, c'est pareil. Donc là, on est capable de voir qu'en polarisation, on change le comportement électronique de la structure haute du matériau quand on le polarise. On a fait la même chose avec le MaxN. Et le MaxN, vous voyez, l'impédance du MaxN dans l'air ou dans l'acide sulfurique, ça ne bouge pas. C'est la même. Pourquoi? Eh bien, il faut juste prendre en compte que la conductivité des MaxN, c'est plus de 3000 Siemens par centimètre. C'est très, très conducteur. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est simple. On a toujours notre circuit à deux branches, mais en fait, la conductivité, la résistivité est tellement faible que ça court-circuite complètement la branche ionique. Et donc, on ne voit pas du tout d'influence de la branche ionique. Par contre, on a fait des polarisations, on a enregistré l'impédance à différents potentiels, et on a reporté la variation de la résistance en fonction de la polarisation. On a un minimum de résistance au pic, sous le pic redox. Et là, vous avez des travaux d'un ancien étudiant qui a reporté la variation du paramètre C, la distance entre les feuilles de MaxN, en fonction de la polarisation. Et vous voyez que la distance entre les feuilles de MaxN, elle est minimum, ici, au pic. Et ça correspond à notre minimum de résistivité. Donc il semblerait qu'avec cette méthode, on soit assez sensible pour détecter les variations de paramètres de maille selon l'axe Z grâce à des mesures de résistivité in situ. Et puis le dernier exemple qui, moi, me plaît beaucoup, c'est, je vous ai parlé tout à l'heure de Tiamat qui fait du sodium-ion, c'est mes deux derniers slides. Ça, c'est le matériau de l'électrode positive que Tiamat a fait. Donc il y a Satya qui travaille énormément sur les batteries sodium-ion ici. C'est du NVPF. Et quand vous faites la décharge galvano à courant constant, donc ça c'est le potentiel en fonction du temps, mais comme j'ai un courant constant, c'est en fonction de la charge, et comme c'est de la charge, je peux ramener ça au nombre de sodium que j'intercale dans le NVPF. Donc là, j'intercale des ions sodium, je pars de Na, j'arrive à Na3, 1, 2 sodium, et là, je pars de Na3, je sors 1 sodium, je sors 2 sodium. Ce sont ces deux réactions. Eh bien, on a mesuré, pareil, la variation de la résistance en fonction, pendant la polarisation, et là, c'était la résistance DC, c'est-à-dire opérando. On a appliqué un petit courant constant, on a mesuré la résistance opérando. Et vous voyez que pendant l'oxydation, je sors du sodium, j'ai plein de choses qui apparaissent sur la résistance, et pareil. Alors, à quoi ça correspond? Bon, on ne sait pas trop, mais en tout cas, ça apparaît au milieu des plateaux.
Alors là, évidemment, cette variation-là, elle est logique, hein, c'est quand on passe de sodium 1,2 à 2,3, enfin de 2,3 à 1,2, c'est logique. Mais là, il y a plein de choses qui se passent au milieu des plateaux, il ne se passe rien électrochimiquement. Et puis en fait, il y a Christian Masquelier, qui est un collègue d'Amiens, qui il y a quelques années, il avait fait une étude au synchrotron. C'est-à-dire qu'il a fait la diffraction des rayons X au synchrotron avec un rayonnement puissant pour aller mesurer très précisément ce qui se passe dans les matériaux NVPF lors de la polarisation. Et c'est ça, vous voyez, c'est le potentiel en fonction du nombre de sodium intercalé, la composition, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, 1 sodium, 2 sodium. Et il s'est aperçu que, par exemple, il a identifié ici un changement de phase, d'accord? C'est quand on passe de sodium 3 à sodium 2, enfin quand on change sodium 3, sodium 2, sodium 2, sodium 2, sodium 1, pardon. Et puis, il a vu au milieu de ce plateau l'existence d'une solution solide. C'est un composé, en fait, une solution solide entre 1,25 et 1,75 sodium. Ce n'est pas une seule phase, c'est le sodium qui fait une solution solide avec le NVPF. Donc on a du NaX avec X entre 1,25 et 1,75. Mais ça ne peut être que visible au synchrotron. Et puis il a vu ici, en bleu, l'existence d'une surstructure, un composé défini, qu'on ne voit évidemment pas par électrochimie, mais qu'on voit par diffraction des rayons X aux neutrons. Et bien en fait, si on superpose les variations de la résistance qu'on a obtenue nous, on voit que cette surstructure, elle correspond à un maximum de résistance, ce premier pic de résistance. La solution solide, elle correspond ici à la variation de résistance opérando dans le plan de l'électrode qu'on a mesuré. Et donc il semblerait que les résistances, cette mesure in plane, elle soit assez sensible pour nous montrer les changements locaux, microstructuraux qui se passent dans les matériaux. Alors évidemment, sans avoir besoin du synchrotron, mais on n'aurait pas eu ces mesures-là, on aurait été incapable de trouver ça. Voilà, donc c'est quelque chose sur lequel on essaie de travailler. Bon, ça c'est le résumé, mais et ce qu'on veut faire avec ça, surtout, ça serait d'essayer de regarder les batteries, les électrodes composites pour les batteries tout solides. Donc des composites cathodes et électrolytes solides, puisque ces composites-là, dans les batteries tout solides, la grosse problématique, c'est la stabilité des interfaces. Et si on arrive à faire des mesures comme ça, en remplaçant le NVPF ou autre par des composites, ça c'est l'électrolyte solide, ça c'est la poudre de matériaux, par exemple du NVPF par exemple, et ça c'est l'électrolyte solide. Donc si on arrivait à faire ça sur ces mesures-là, je pense qu'on pourrait voir beaucoup de choses. Alors c'est pas gagné, mais c'est ce qu'on va faire. Voilà, et puis j'en ai fini. Donc j'espère que je n'ai pas été trop long. Donc je voulais remercier évidemment tout le groupe. Il y a Pierre-Louis Tabernas, Céline Merlet, Patrick Rosier, mon ami Yuri Gogotsi qui était ici, qui était en visite. Et puis je voulais vous remercier tous pour votre patience et votre attention.